bonjour à toutes et à tous. Alors maintenant, on va plancher sur les indicateurs clés pour piloter son entreprise à l'international. On va regarder un peu le tableau de bord qu'il faut avoir à l'œil, qu'il faut surveiller. On va aborder les enjeux spécifiques à adresser avec 4 professionnels, 4 experts du terrain. Alors je vous présente rapidement par ordre alphabétique, et puis après vous pourrez nous en dire plus au fil des échanges sur vos activités. Alors Arnaud Codou, directeur général adjoint de la Banque publique d'investissement. Ensuite, Marie Crevoisier, à ma droite. Vous êtes directrice financière, on vous a entendu tout à l'heure. Vous êtes dans l'entreprise des moteurs Baudouin, vous nous en direz plus tout à l'heure. Ensuite, je vous présente Ivo Mertens, directeur commercial chez IBAN First. Et puis, enfin, Xavier Lazarus, investisseur et cofondateur de la société d'investissement Elaya. Voilà, alors merci à chacun d'avoir répondu présent ce matin. Dans une actualité, on l'a rappelé, qui est politiquement riche ou mouvementée. On pourra voir d'ailleurs avec vous dans quelle mesure une incertitude politique nationale peut impacter ou pas une stratégie internationale. Ce sera intéressant de vous entendre sur ces sujets. Est-ce qu'il y a un effet incertitude politique? Et plus largement, vous allez nous partager vos expertises, vos bonnes pratiques, les questions stratégiques, les indicateurs macro. Et puis, en préparant cette table ronde, je sais que vous avez beaucoup d'exemples concrets et d'anecdotes à nous partager. Donc, on a hâte de vous entendre. On parlera à la fois de ceux qui se lancent et puis évidemment de ceux qui sont déjà implantés et qui veulent se déployer. Alors, dans un premier temps, peut-être soyons très pédagogiques. Je vous propose de voir, quand on se lance ou quand on se déploie dans les tout premiers moments, qu'est-ce que c'est la première chose à faire ou à préparer pour y aller, entre guillemets. Alors, je vous propose peut-être Arnaud Codou, la vision Banque publique d'investissement. Qu'est-ce qu'il faut faire, regarder en premier? Bon, bonjour à tous, merci. Vaste question là pour commencer. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un peu comme toujours quand on va voir ailleurs. Il faut savoir où on veut aller, il faut savoir comment on veut y aller. Pour l'export, il faut aussi savoir d'où on vient, je pense. C'est-à-dire qu'il faut connaître ses forces en termes de produits. Il faut analyser les marchés et pas essayer de se promener à travers le monde. Il faut savoir quand on y va aussi. Il y a des bons et des mauvais moments. On reparlera sans doute de la conjoncture. On n'est pas forcément, en 2 mots peut-être pour commencer, dans un mauvais moment. Du point de vue de l'export, j'entends. L'euro s'est un peu affaibli, les taux ont baissé. Donc il y a des éléments favorables, même si on est évidemment dans un contexte sur lequel on ne va pas s'étendre aujourd'hui, mondial et géopolitique compliqué. Il y a des zones qui sont des zones de croissance plus importantes que l'Europe, et on a des avantages qui sont encore une fois en particulier liés à nos conditions de financement et à la relative faiblesse de l'euro. Il faut bien que ça serve à quelque chose quand même. Ça peut en particulier servir à être relativement bien positionné en prix dans un certain nombre de marchés quand on a les bons produits. Je ne sais pas si c'est là que je fais l'article de vente de ce qu'on peut faire nous pour accompagner, mais je peux le faire là. C'est évidemment un sujet important pour nous, l'export, parce que c'est quand même, si on se dit les choses là entre nous, un peu le point faible français, l'export. Hein. C'est pas là qu'on est le plus glorieux. Alors, plus exactement, on n'est pas mauvais exportateur au sens où on est le 6e exportateur dans le monde, donc on tient notre rang, grosso modo. Mais on souffre d'un déficit commercial chronique. Je crois que ça fait 20 ans qu'on est en déficit commercial. Ça représente 100 milliards d'euros pour des raisons qui sont liées à l'énergie, mais pas que. Donc ça reste un sujet important, en particulier pour les PME et les ETI. En France, on tient notre rang, mais on le tient essentiellement par les grands groupes. Donc on a quand même une faiblesse de volonté d'exporter, de structure dans l'export pour le tissu économique hors grands groupes. Donc c'est un sujet sur lequel on passe beaucoup de temps. On fait beaucoup d'accompagnement, on fait des missions de conseil, plus exactement, on organise des missions de conseil pour définir des stratégies export, pour définir des appréhensions justement des pays, des zones dans lesquelles il faut aller. Et alors, est-ce que, pardon, c'est la même chose? Alors, ma question est volontairement naïve. Est-ce que c'est la même chose de faire un peu une exportation one-shot ou de s'installer durablement dans un pays? Alors, ça fait partie des points qu'on traite dans ces missions de conseil. C'est pas énorme, on en fait 150 par an, mais c'est profond à chaque fois. On voit beaucoup de PME qui exportent sur opportunité très ponctuellement, donc sans structure adaptée, sans continuité dans l'effort, sans force de vente, sans gréement finalement de l'entreprise pour ça. C'est mieux que rien.
Mais c'est un peu dommage, c'est-à-dire qu'on ne capitalise pas sur ce qu'on a commencé à faire. C'est quand même la première vente la plus difficile. Mais on a beaucoup de primo-exportateurs qui restent en fait des mono-exportateurs. Et c'est typiquement sur ce genre d'entreprise qu'on va faire ce type de mission de conseil. Vous avez probablement le potentiel. Il faut capitaliser là-dessus. Il faut faire cet effort et de structure et de stratégie pour avancer. Donc ça, c'est une partie de ce qu'on va faire. On va donner aussi beaucoup d'informations, de fiches risque pays, de réseautage. L'export, c'est beaucoup d'extension finalement de son réseau dans d'autres pays, de missions de support. Il y a beaucoup de gens, y compris en France, avec les chambres de commerce, avec Business France. Donc, on essaye de tous travailler ensemble pour vous accompagner, vous, chefs d'entreprise, là-dessus le mieux possible et de la manière la plus cohérente possible. Et ensuite, il y a tout un arsenal d'outils de financement sur lequel on reviendra peut-être, je ne sais pas si je vais m'étendre maintenant, mais qu'il est bon de connaître avant. C'est important de savoir à quel point on peut être porté en garantie, en assurance, en financement quand on commence à exporter. Ça limite quand même énormément le risque, surtout sur tous les aspects qu'on peut imaginer. Alors effectivement, on va rentrer un peu dans les détails au fur et à mesure. Peut-être toujours sur cette première étape, Ivo Mertens, quand on veut se lancer ou qu'on est déjà, on a déjà un pied à l'étranger, qu'est-ce qu'on surveille particulièrement, sur quoi il faut porter son attention? Un grand merci et bonjour à tout le monde. Pour nous, évidemment, notre métier, c'est d'accompagner nos clients sur tout ce qui porte sur leur paiement à l'international, mais aussi la couverture de leur risque de change. Et on fait un constat avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est que la volatilité sur les marchés de change est de retour, et complètement. Donc, on a vu une hausse du dollar à partir de fin octobre, juste avant les élections aux États-Unis, 1,12 à 1,05. C'est quelque chose qui est très rare. La probabilité que ça se fait est en dessous de 2%. Donc c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment rare. Et on l'a vu, donc voilà, cette volatilité est là. Et comme Arnaud vient de dire, pour des exportateurs, c'est plutôt une opportunité. Mais aux importateurs, ça fait quand même mal. Et donc voilà, on peut constater le fait que cette volatilité, elle est là. Mais la prochaine étape, évidemment, est d'essayer de contrôler et de maîtriser ce risque. Et c'est là où on intervient. Et il y a des gens ici autour de moi qui ont plus d'expérience dans le monde d'investissement. Tout le monde va vous dire que une série de cash flows stables, ça vaut plus qu'une série de cash flows avec beaucoup de variations dedans. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important de savoir comment, et tout dépend de la situation de chaque société, la visibilité sur leur cash flow, et voilà, un peu le genre de cash flow qu'ils ont, est-ce qu'ils savent faire du netting. Mais de toute façon, il est très important pour essayer de contrôler vraiment cette variabilité dans les cash flows et de se protéger contre cette volatilité. Et ça, le troisième point, c'est que on voit quand même toujours une tendance chez des clients et des sociétés européens d'essayer de faire absorber ce risque par leurs fournisseurs ou par leurs clients, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. On voit que c'est toujours mieux d'essayer de contrôler soi-même cet aspect de risque et d'essayer de vraiment maximaliser le gâteau et minimaliser le frottement de tout ce qui est lié aux fluctuations du cours du change. Et est-ce que finalement, cette volatilité, il vaut mieux l'internaliser, entre guillemets, et prendre en charge cette volatilité plutôt que de la confier à son partenaire Internaliser, mais puis maîtriser. Donc, internaliser, mais quand même se protéger contre ces fluctuations. Et là, ce qu'on dit toujours un peu, ce qu'on fait soi-même, on le fait mieux. Donc, il faut mieux contrôler soi-même ce qui se passe dans la chaîne de valeur pour comme ça agrandir la valeur qui est dedans. C'est un conseil un peu contre-intuitif et en même temps qui effectivement permet de maîtriser les choses plutôt que de s'en remettre à un partenaire commercial. Oui, c'est correct. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que quand on travaille avec des partenaires en dehors de la zone euro, on voit aussi que ce sont souvent des gens qui sont en Asie, aux États-Unis ou ailleurs en Amérique. Ce sont des sociétés qui ont beaucoup moins que nous un historique de gestion
de taux de change. Nous, une société, il y a, avant l'euro même, une société qui faisait de l'exportation, une société française qui faisait de l'exportation vers la Belgique, les Pays-Bas et tout ça, ils avaient déjà la culture de gérer le taux de change. Une société aux États-Unis qui est à Colorado, ils font des exportations vers la Californie, mais il n'y a pas de taux de change, il n'y a pas ce genre de questions, de problématiques. Ce qui fait aussi qu'en Europe, on offre toujours des conditions qui sont meilleures par rapport à ce qu'une société d'une taille à peu près pareille peut avoir en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Donc il y a toujours un avantage de gérer ça en Europe. Alors, vous nous avez parlé de cette fameuse volatilité. On parle beaucoup d'un monde VUCA, hein, volatile, incertain, complexe et ambigu. Marie Crevoisier, comment ça se passe quand on fabrique des moteurs, qu'on a des implantations un peu partout dans le monde? Comment on gère cette volatilité? Et puis, vous pouvez nous en redire peut-être plus sur votre activité et vos implantations? Oui. Bonjour à tous. Donc, oui, nous, en effet, Moteur Baudouin, on est concepteur, fabricant et on vend des moteurs pour applications marines, donc des bateaux et terrestres, des groupes électrogènes, hôpitaux, data centers, structures militaires et autres. On est basé à Cassis, qui est une petite ville à côté de Marseille. Bon, mais on a quand même un gros site de production. Et plus de 90% de notre business est à l'export. Donc, mais ça fait maintenant de nombreuses années, donc on n'est plus en phase d'implémentation, mais on est clairement, enfin voilà, c'est notre mode de fonctionnement. On va dire qu'on a deux gros sujets. Le premier, c'est sans ordre de priorité, mais le premier, c'est notre exposition au risque de change. On gère de l'euro, on gère du dollar. Notre fournisseur principal est en Chine, donc on gère du CNY. Et c'est vrai qu'il a fallu qu'on se protège de cette exposition, sans pour autant être des experts, parce qu'on a une PME, une dizaine de personnes en finance, donc on ne peut pas gérer ça comme des experts, mais par contre, il faut absolument limiter le risque et même essayer de l'optimiser. Et ça, en effet, donc il faut être compétent en interne, mais être aussi bien accompagné et avoir des partenaires qui nous permettent de faire ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est clairement le risque pays. Donc on parle en effet de tous les changements géopolitiques, etc. Et pour nous, d'un jour à l'autre, en étant 90% à l'export, le moindre petit événement peut avoir un gros impact en termes de chiffre d'affaires. Donc, naturellement, notre maison mère est chinoise, avec tout le sujet, les sujets commerciaux entre les US, l'Europe et la Chine. On a vraiment une réflexion par rapport à tout ça. Mais aussi, le moindre événement, je sais pas, je pense à la visite de notre président il y a quelques semaines de ça au Maroc. On sait qu'en fonction de ce qui va se raconter et des annonces qui vont être faites, notre business potentiellement dans d'autres pays du Maghreb va être impacté, ce qui a été le cas d'ailleurs. Puis finalement après il y a eu rétropédalage et donc on est très à l'écoute de tout ce qui se passe, que ce soit voilà dans les déplacements de notre président, que ce soit dans les annonces au niveau de la communauté européenne, mais aussi voilà ce qui se fait aussi entre les élections américaines, l'arrivée de Donald Trump au mois de janvier, etc. Vous me disiez en préparant cette table ronde que tout ça, ça nécessite de l'agilité, de la flexibilité, mais par quoi ça passe concrètement? Parce que voilà, une annonce d'Emmanuel Macron au Maroc, vous n'allez pas non plus changer votre stratégie d'annonce en annonce. Comment ça se passe? En fait, c'est de la veille. On a dans chaque équipe, que ce soit au niveau de la finance, en credit management, que ce soit naturellement les vendeurs qui sont en charge des pays concernés, on essaie d'être tous à notre manière très à l'écoute de ce qui se passe. Alors naturellement, on va pas changer de stratégie du jour au lendemain. Par contre, il va falloir potentiellement se prémunir et se dire, bah attention, là on a un risque, on a une commande qui doit partir dans tel pays d'un demi-million d'euros, d'un million d'euros. Mais il y a ça qui est en train de se préparer. Comment on fait? Est-ce qu'il faut qu'on change de pays d'expé, etc. Donc, c'est vraiment pouvoir se tenir au courant de l'activité géopolitique et contextuelle au jour le jour. Merci beaucoup. On reviendra un peu sur tous les outils que vous avez mis en place. Xavier Lazarus, vous êtes l'investisseur. Voilà, vous arrivez avec votre casquette. Qu'est-ce que vous regardez pour une entreprise qui veut aller ou qui est déjà à l'international? Qu'est-ce qui vous intéresse? Alors peut-être avant de répondre à cette question, je vais repartir du titre qui s'appelle indicateur clé pour piloter
et parler un peu de ces indicateurs clés, et surtout le mot qui m'a inspiré, c'est piloter. Donc, je vais faire une analogie aéronautique. En fait, globalement, quand on regarde le dirigeant d'entreprise et son directeur financier, ou sa directrice financière, c'est un peu le pilote et le copilote d'un avion, et donc devant eux, pour le faire voler, ils ont des tonnes d'indicateurs, de cadrans, de trucs. Il y en a un qui regarde la direction et que ça se fonctionne bien, l'autre regarde tous les détails, c'est comme ça que ça se répartit dans le poste de pilotage, et ils ont toute la confiance pour amener l'avion à bon port, c'est-à-dire au bon endroit et entier. Nous, derrière les investisseurs, où est-ce qu'on se positionne? En fait, dans les cabines de pilotage, il y a un siège qui s'appelle le jump seat pour les invités, et donc on est juste derrière. On peut rien dire, on peut rien faire, on peut pas toucher. On a payé le plein au passage, donc en plus on est assez exposé doublement. On est dans l'avion et on a payé le plein. Et tout ce qu'on voit, c'est des indicateurs un peu plus lointains. Donc très vite, nous, on doit aider les pilotes à ressortir des indicateurs vraiment très simples et clés qui permettent de savoir si au moins on vole et vers la bonne direction. Et pour prendre une analogie, toujours cette fois-ci aller vers le business, dans l'avion, je crois, je suis pas un expert. Globalement, quand on perd les indicateurs, on est dans un risque extrêmement élevé que ça se passe mal, mais on sait que si l'avion est relativement penché vers le haut et avec 3/4 de puissance, il va voler. Bon, il y a des business models où nous, on va trouver ces 2 indicateurs ou 3. Donc, typiquement, dans celui à la mode actuelle des souscriptions ou des clients répétitifs, on sait que si on contrôle le coût d'acquisition des nouveaux clients par rapport à ce qu'ils rapportent, premier indicateur, et le deuxième, qui est le taux de répétition des clients existants dans le réachat. Avec ces 2 choses-là, on arrive à peu près à voler à coup sûr parce que on arrive à contrôler à la fois son EBITDA, ses investissements et sa croissance. Donc, nous, un de nos métiers, c'est d'aider à simplifier, mais en même temps, savoir que quand même tous ces indicateurs, ils servent à quelque chose. Et cette façon de voler avec ces 2 indicateurs clés dans le business qui sont combien me coûte un nouveau client et qu'est-ce que j'arrive à obtenir de ma base, globalement, on se heurte dans le monde concret à tout ça, ça marche à condition que le marché soit très vaste. Et donc, régulièrement, on sature son marché. Et donc, la seule façon de l'étendre sans créer des nouveaux produits et donc repartir sur un marché blanc, en général, c'est l'international. On ouvre un nouveau marché pour le même produit. Et donc, ce que l'on sait, nous, c'est qu'on perturbe les indicateurs. Les premières ventes sont très chères. Il faut peut-être réadapter les produits. On n'a pas de repeat. Mais derrière, c'est quand même la meilleure façon de continuer à avoir un potentiel de croissance et continuer à voler alors que les nuages sont partout sur son marché d'origine. Donc l'international devient très vite un sujet, mais un sujet qui perturbe tous les indicateurs. Et donc c'est là où globalement, il y a une perturbation qu'on ne veut pas prendre, c'est celle d'avoir assez d'essence dans l'avion. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va dans un endroit nouveau, on ne connaît pas bien la route, on ne connaît pas la météo, etc. Mais ce qu'on ne peut pas avoir, c'est tout à coup un problème juste parce que l'essence est dans le mauvais réservoir, ou on n'en a pas mis assez, ou on a changé la devise, puisque l'essence c'est ici la devise, et on s'est rendu compte que finalement on n'est pas prêt, on a perdu de l'argent, ou au contraire on a spéculé sans s'en rendre compte, ou on a bloqué l'argent quelque part. Donc toutes ces choses-là, ce sont des choses qui, pour nous, sont des risques qui ne peuvent pas être pris parce qu'on en prend énormément d'autres dans la vie d'une entreprise. Donc c'est là où être équipé en personne et en système et en partenaire est fondamental. Et juste pour finir là-dessus, on a eu le cas récemment dans une de nos entreprises qui avait un très gros sujet d'achat de capacité de calcul en Californie chez un grand hyperscaler. Ce sont des préachats pour les 2 prochaines années, donc c'est des gens qui transfèrent des dizaines de millions de dollars puisqu'ils préachètent pour garantir les prix et l'accès à ces fermes de calcul en intelligence artificielle. On se bagarre avec eux pour leur faire comprendre qu'un bon CFO et des partenaires comme Ivan First, alors je dis que je suis investisseur, donc je fais un peu la pub d'Ivan First aussi, mais d'avoir des bons partenaires, c'est utile, et eux, c'est oui, mais ça ne sert à rien parce que ça ne développe pas de software, ça ne vend pas de software. Ici, au total, l'achat s'est fait dans les pires conditions, ils ont changé trop tôt, ils ont payé trop tard, je ne sais plus ce qu'ils ont fait, mais la note qu'ils ont laissée sur la table d'un board à l'autre de variation de trésorerie nette par rapport à ce qu'on pensait, c'est très supérieur au salaire pendant 2 ans d'un très bon CFO et le coût de service d'une société comme Ivan First. Donc, je rappelle aussi que dans l'international, un bon CFO et des bons partenaires, ça ne coûte rien puisque la première chose qu'il doit faire, c'est de rembourser en gérant proprement ce risque et en optimisant les choses. Donc, c'est un investissement qui ne devrait même pas être discuté. Bien, c'est très clair, je crois. Une fois qu'on a planté un peu le décor, là, on continue à avancer dans notre stratégie internationale. Peut-être Arnaud Codou, si vous pouvez nous apporter la vision un peu macro.
quels sont les risques à surveiller? Bon, on entend évidemment parler beaucoup de géopolitique, on a parlé du change. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ces différents risques à bien surveiller? On va essayer, peut-être juste avant pour rebondir sur ce que disait Xavier, c'est intéressant, c'est à la fois rassurant et inquiétant. C'est-à-dire que les deux risques, on fait une enquête tous les ans sur l'export auprès de nos clients, auprès des PME et des ETI françaises, et les deux risques qui ressortent comme identifiés liés à l'export, c'est le coût d'acquisition des clients, c'est plus cher, ce que tu disais, point 1, et point 2, les délais de paiement et les risques de non-paiement. Et donc, c'est la connaissance client, le risque pays, etc. Donc, c'est bien les deux facteurs qui sont identifiés par les entreprises en général comme les deux points critiques quand on commence en tout cas à exporter ou qu'on exporte. Ça, c'est rassurant. Ce qui est inquiétant, c'est que c'est 25% des gens qui répondent ça. Donc 25% qui citent l'un, 25% qui citent l'autre comme le premier risque. Donc au mieux du mieux, à supposer que chacun cite les deux en premier, on n'a qu'une entreprise sur deux qui a conscientisé ça. Donc il y a encore quand même un effort d'équipement, il y a encore besoin d'investisseurs pour expliquer ça probablement, et il y aura toujours besoin d'investisseurs pour mettre de l'essence par ailleurs. Sur les risques, j'ai un peu l'impression quand même que tout le monde les connaît. Sur le risque, bon, le risque pays, c'est un sujet éternel qui est de plus en plus compliqué. Nous, on y passe pas mal de temps parce qu'on gère l'assurance export, donc on a des gens dont c'est le métier à temps plein d'analyser ça en long et en large. On publie des fiches là-dessus, donc vous pouvez les trouver sur notre site. Quand vous regardez un pays, il y a toujours sur le site de BPI France une analyse de quel est le niveau de stabilité politique, le niveau de stabilité économique, etc. C'est un métier qui passionne un certain nombre d'économistes, donc surtout n'essayez pas de le faire vous-même, il y a des gens qui le font très bien pour vous. Sur le risque de change, je renchéris sur tout ce qui a été dit, c'est évidemment un moment de volatilité et ça va continuer. On ne sait pas très bien d'ailleurs comment ça va évoluer, mais l'instabilité politique et la guerre commerciale qui s'est ouverte est loin d'être finie. Et donc ça va générer de l'instabilité sur le change, et l'instabilité sur le change, c'est un sujet d'équipement humain, c'est sûr, mais ça suffit pas. C'est vraiment, alors full disclosure, on est aussi actionnaire d'Event First et heureux de l'être, mais c'est vraiment aussi un sujet d'outils. Pour exemple, je peux le citer parce que c'est public, j'ai la chance d'être au bord d'une société qui s'appelle Technip Energy, qui avant était Technip FMC, qu'on avait fusionné avec une entreprise américaine. Et donc, au moment où on a fusionné, c'est une entreprise qui fait 95% de son chiffre d'affaires à l'export. Donc, c'est des grands maîtres de l'export, c'est accessoirement les grands maîtres de la gestion de projet. Les types sont impeccables. Ils délivrent des trucs à 10 milliards sur 7 ans en arrivant sur le H le moment venu, avec la bonne marge, etc. C'est vraiment très impressionnant ce qu'ils font. On fusionne, donc on change un peu l'équipe financière. Année 1, 300 millions de profit warning juste sur le risque de change. Donc pour une boîte qui fait 1 milliard d'EBITDA, on change les 2-3 personnes qui suivent le truc, qui se prennent 300 millions dans la figure. 8 heures de comité d'audit dans un sous-sol à l'aéroport de Londres pour essayer de démolir le truc. Et donc ça arrive très vite et ça arrive au meilleur. Il faut le savoir, c'est vraiment un truc important. Voilà. Donc ensuite il y a le risque de paiement, c'est pas que le risque pays. Il faut connaître ses clients. Donc là il y a aussi des gens qui font ça. Hein, que ce soit en assurance crédit ou que ce soit à travers tous les réseaux français dans les différents pays. C'est important de savoir à qui on vend, évidemment. Voilà, donc il y a beaucoup de risques, mais tous ces risques se gèrent. C'est ça le point important. C'est-à-dire ça se prépare, il faut se structurer. On n'y va pas en touriste, mais il faut y aller parce que c'est plein d'opportunités aussi. Il faut simplement y aller équipé, bien entouré. Il faut faire beaucoup de réseaux, passer du temps à parler aux gens. Avoir les bons systèmes d'information, les bons prestataires, avoir les bons aussi soutiens financiers. Nous, on fait beaucoup d'assurance prospection. Donc, quand vous allez prospecter, justement, commencer à chercher les choses, chercher les bons clients, on va vous donner des subventions. Hein, c'est plus de 100 millions par an à 1000 entreprises qui sont données, stricto sensu, dès lors qu'il y a un projet sérieux structuré d'export. On peut vous garantir vos lignes de caution, on peut vous garantir même vos investissements à l'international. Il y a 200 entreprises par an à qui on garantit directement la moitié de la valeur en fonds propres de ce qu'ils vont investir dans une filiale à l'étranger. Voilà, il y a toute une série d'outils comme ça qui vont vous permettre vraiment de limiter les risques. On va évidemment regarder si vous êtes structuré, mais encore une fois, avec la bonne structure et la bonne couverture, le jeu en vaut vraiment la chandelle. Il y a plein de très belles histoires. Sur les enjeux de coûts d'installation et de conditions de financement, est-ce que vous apportez à la BPI un accompagnement spécifique ou est-ce qu'il y a des préconisations un peu génériques à suivre ou c'est toujours du cas par cas?
Alors, la première préconisation, c'est qu'il y a plusieurs façons d'aller à l'étranger. Donc, selon les pays, selon le type de stratégie, de produit, de niveau d'export, on va soit s'installer, soit simplement exporter, soit faire des JV. Les JV, c'est souvent un peu plus compliqué, mais c'est souvent aussi assez pratique. Alors, il y a des très beaux exemples de gens, en particulier en Chine, qui ont fait des JV avec des Chinois qui un jour sont arrivés, la clé avait changé, en tout cas la serrure avait changé plus exactement et pas la clé. Donc il faut se méfier un petit peu sur les JV, mais donc tout ça se regarde, encore une fois, se prépare, il y a plein de façons d'y aller. Oui, on fait beaucoup d'accompagnement là-dessus, on fait beaucoup de missions de conseil nous-mêmes, avec des prestataires, avec Business France, pour adapter la bonne stratégie, le bon mode de déploiement. Et encore une fois, quand il y a investissement, on peut garantir une partie de cet investissement. Quand il y a crédit export, qui est quand même un outil très utile aussi, on a des taux d'intérêt très bas en Europe, donc on vend souvent à des gens, quand c'est des gros, en tout cas, deals de financement, on vend souvent à des gens qui peuvent avoir des difficultés ou des coûts de financement nécessaires à faire l'opération supérieure aux nôtres. Le crédit export, ça permet de traiter ça. On le fait de plus en plus, y compris pour des petits montants. Alors, petit montant, c'est quand même 2-3 millions d'euros. Et dès lors qu'on fait 2-3 millions d'euros de vente, on peut apporter une offre packagée avec du financement, avec des sûretés, lesquelles sûretés sont prises par des banques qu'on va garantir. Donc oui, on fait tout ce travail d'étude avec les gens qui souhaitent le faire avec nous, évidemment. Et singulièrement, on le fait avec nos clients et avec nos participations parce que ça fait partie des bonnes pratiques. Alors, je voudrais bien vous entendre, Ivo, sur cette question du tableau de bord. Qu'est-ce qu'un directeur commercial aussi a particulièrement sur son tableau de bord, regarde particulièrement? On a parlé de volatilité et du change. Est-ce qu'il y a d'autres critères pour vous? Nous, ce qui est toujours, et là je parle donc pas donc du point de vue financier, mais voilà, directeur commercial, c'est toujours avoir les bonnes équipes dans tous les pays où on s'implante. Donc nous, avec IBAN First, on est actif dans 10 pays. Ce qu'on voit, c'est que c'est quand même toujours la base, parce que avant vous aviez posé la question, est-ce que voilà, on essaye d'exporter plutôt des deals one-off, est-ce qu'on essaye plutôt de se produire un revenu récurrent. Donc nous, quand on a fait ça, on s'est rendu compte que c'est quand même toujours la bonne compréhension de la culture du pays, de la façon dont on fait du business dans un certain pays, qui est souvent le facteur qui fait si ça marche ou pas. Donc ça, pour nous, c'est quand même toujours le facteur humain qui, en dehors de tout ce qu'on a dit, est toujours important lorsqu'on va s'implanter dans un certain pays. Marie Crevoisier, vous, on l'a dit, vous êtes déjà bien implantée dans plusieurs zones, plusieurs continents. Comment vous faites votre pilotage une fois que vous avez ces implantations, le pilotage en matière fiscale, le change, vous en avez déjà beaucoup parlé, les prix de transfert, est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui se passe concrètement dans votre gestion des différentes implantations? Oui, donc nous, c'est vrai que ces dernières années, on a confirmer notre business à l'international en développant quelques filiales. La majorité reste des bureaux d'implantation parce que c'est vrai qu'il y a certains pays qui demandent vraiment d'être là localement, mais aussi quand je dis local, c'est pas être là physiquement, mais c'est aussi avoir des personnes potentiellement qui connaissent très très bien, qui sont du pays, qui connaissent aussi la culture, la manière de faire du business. Je parle pas nécessairement de pays même très très lointains, mais si on prend l'Italie, qui pour nous est un marché important, c'est vrai que traiter avec des Italiens en étant italien, ça aide parfois. Donc une fois qu'on a fait cette cartographie et qu'on a différentes filiales, donc on en a différentes en Europe, on en a aussi au Maghreb, on en a aussi en Asie. Et ensuite, il va y avoir justement la gestion de tout cet impact fiscal. Et donc, du coup, ça va être la prise en compte de ce risque fiscal qui va définir le rôle que va avoir telle ou telle implémentation. Parce que si je garde ma facturation client en France ou si je la transfère en Italie, en Espagne ou dans un pays asiatique ou quoi que ce soit, ça peut aussi en effet avoir des impacts parfois de TVA en local, mais aussi sur la définition des prix de transfert avec la maison mère, mais aussi nous avec notre maison mère en Chine. Et donc, c'est vrai que quand on travaille à définir le rôle de la filiale et de l'implantation à l'international, on prend tous ces éléments en compte. On les prend notamment dans un souci de conformité, naturellement,
mais aussi en termes d'opportunités de business, à savoir, ben voilà, est-ce que je peux avoir une optimisation fiscale en termes de TVA si je me mets à facturer dans tel ou tel pays, ou au contraire, est-ce que j'ai un risque si je le fais? Alors, je parle bien d'optimisation, parce que voilà, c'est vraiment un souci de conformité, mais aussi de gain et ou plutôt d'ailleurs d'évitement de la perte. Donc, c'est toute cette réflexion qu'on a menée quand on a développé nos filiales, en effet. Alors, vous nous avez évoqué tout à l'heure une cellule de veille, ou en tout cas une veille qui était effectuée par vos services, notamment sur ces questions fiscales, de guerre commerciale Chine-États-Unis. Est-ce que vous avez aussi recours à des services externes pour assurer cette veille, ou est-ce que c'est exclusivement internalisé? Non, pas du tout. Il faut avoir la compétence en interne pour avoir la sensibilité et la bonne réaction au bon moment. Par contre, il est clair que, je le mentionnais sur le risque de change, c'est aussi sur le cas du risque pays, il faut être bien accompagné. Vous parlez des assureurs crédits, et pour nous, clairement, nos assurances crédits, ce sont des partenaires avec qui on doit être en contact même au quotidien, parce que justement, ils ont cette capacité d'analyse que nous, nécessairement, on n'a pas. Et puis, en effet, on n'a pas que ça à faire, sans être péjoratif pour le reste, mais on a tout un tas d'autres choses à gérer. Donc, ça peut être nos partenaires bancaires aussi qui vont être informés de telle ou telle situation sur tel ou tel pays, sachant qu'on fait du business dans ce pays-là, qui vont avoir cette réaction. Donc voilà, ça va être une combinaison entre le développement des compétences en interne et ensuite le choix des bons partenaires et des bons outils. Alors peut-être un dernier élément avant d'entendre Xavier Lazarus. Vous avez parlé de l'enjeu de formation et de personnel, l'enjeu RH. On en a parlé aussi dans la précédente table ronde. Comment vous adressez? Est-ce qu'il y a une difficulté à cet endroit-là de recrutement? Et comment vous gérez, vous prenez en charge cet enjeu de la compétence du personnel? Alors oui, c'est un vrai sujet. Nous, chez Baudouin, aujourd'hui, on a environ 240 personnes entre la France et les différentes filiales que je mentionnais. Et c'est vrai qu'on a un nombre de recrutements depuis maintenant plusieurs années qui est vraiment important tous les ans. Et en étant quasi intégralement à l'international, on a besoin de trouver des gens déjà qui parlent anglais. Et qui ont ou même d'autres langues d'ailleurs, chinois typiquement, nous aussi ça nous aide parce que c'est vraiment notre quotidien, et qui ont cette connaissance du commerce international. Il faut savoir que gérer des transactions domestiques en France ou gérer des transactions internationales, c'est bien différent, et on a tout un tas de sujets complexes très, très quotidiens, mais les moyens de paiement, les lettres de crédit, les remises documentaires, etc., qui sont des vrais sujets où il doit y avoir vraiment une connaissance. Et pour nous, ça peut être un challenge. Alors, je ne sais pas si c'est notre localisation qui veut ça, mais bon, c'est vrai que peut-être que dans le sud, typiquement, en tout cas en finance, c'est difficile de trouver des gens qui parlent anglais. Et moi, je ne peux pas me permettre d'avoir des équipes qui ne parlent pas anglais, pour la simple et bonne raison, c'est que dans les 240 personnes que je mentionnais, on est quasi 20 nationalités. Donc le quotidien se fait en anglais, et c'est vrai que parfois certains recrutements sont ralentis à cause de ça. Et puis aussi, c'est vrai que le côté international, ça connote souvent une certaine ouverture d'esprit, une ouverture à l'autre, une ouverture à d'autres cultures, une capacité à travailler avec d'autres cultures. Nous, on travaille au quotidien avec des personnes de nationalité chinoise, par exemple, avec des personnes aux États-Unis, d'Amérique du Sud, et on a tous une culture qui est très différente. Et ça, il faut absolument le prendre en compte pour pas que ce soit bloquant, mais au contraire que ça nous aide à mieux travailler. Merci beaucoup, Xavier Lazarus. Vous nous avez expliqué un peu votre tableau de bord simplifié, les premières choses que vous regardez. Alors, qu'est-ce que ensuite, une fois qu'on s'est assuré qu'il y avait de l'essence dans le bon réservoir et qu'on allait dans la bonne direction et qu'on pouvait décoller, qu'est-ce qu'on regarde comme investisseur? Alors, effectivement, sur l'international, déjà, on évite le premier piège. Le premier piège, il est de faire un budget en fin d'année sur des bases de taux de change et d'exécuter avec des mouvements. Alors, quand on a des sociétés qui ont la moitié de leur chiffre d'affaires en dollars et un tiers de leur coût, il y a une grande compensation cash, parce que ce qui monte d'un côté descend de l'autre, mais il y a toujours déjà un bout qui traîne aussi en cash. Mais au-delà de ça, on reconsolide. Et j'ai vu des cas de figure de sociétés assez développées où les années où le taux de change était favorable, on écrivait en tout petit dans une astérisque tout en bas à droite du slide
que la moitié de la croissance, c'était quand même des effets de change. Puis les années où c'était défavorable, on écrit en gros, on n'a pas fait les objectifs, mais on a quand même les bonus, parce que l'euro-dollar, c'est quand même pas nous qui le dominons. Donc déjà, on trouve des règles basiques qui sont connues par les grands groupes, les gens cotés, etc., mais qui sont un peu moins connues dans le non-coté. Et en plus, qui, comme le non-coté se valorise de temps en temps, c'est à chaque opération de capital, on revalorise, à ce moment-là, on essaie de faire tout ce qu'il faut pour que la mariée soit la plus belle possible. Donc déjà, on clarifie les règles sur les différents monnaies, les différents changes et une politique. Une fois que c'est fait derrière, on regarde le risque pays, nous, en se disant est-ce que finalement, je ne me trompe pas par manque de connaissances culturelles. Sans aucun jugement de valeur, il y a des zones, typiquement l'Inde, où nos entrepreneurs qui veulent aller dans ce pays de technologie, vendent de la technologie. Nous, on investit beaucoup dans la technologie B2B, donc c'est un endroit où on devrait pouvoir faire des choses. Ils reviennent toujours après un premier voyage tout excités parce qu'ils ont signé des contrats. En fait, tant qu'il n'y a pas eu de paiement, le contrat ne vaut rien. Et il n'est pas engageant là-bas. Donc, nous, notre recommandation maintenant, alors les premières années, on était excités avec eux, maintenant, la recommandation, c'est tu les mets pas dans le booking tant que tu n'as pas reçu un acompte. Et 3 fois sur 4, pour pas dire 8 sur 10, voire 99 sur 100, quoi, la compte n'arrivera jamais. Parce que derrière, c'est un processus qui vient à peine d'être commencé, mais pour eux, signer le contrat, c'est servir un café en début de réunion. Ce n'est pas encore l'engagement. Et donc, du coup, c'est cette différence culturelle, qui est que c'est le paiement qui fait foi, ça fait qu'on peut se tromper, investir commercialement, le pire, envoyer des licences et du code source et des choses comme ça à un partenaire qui, derrière, va en faire ce qu'il veut. Donc, nous, maintenant, là, on a vu que c'est pas un problème de monnaie, c'est pas un problème de système financier, c'est un problème de compréhension culturelle, de où les gens sont. Il y a des pays plus faciles, culturellement, les États-Unis, c'est plus facile, etc. Et là, c'est vraiment des questions derrière de comprendre vraiment si on comptabilise bien, quand on ramène tout en euros, si la société est basée en Europe, pour vraiment pas se leurrer et croire qu'on a le vent dans le dos en business alors qu'on a des conditions de change qui sont favorables. Et donc bien comprendre aussi, typiquement, quand l'euro baisse et que les gens achètent plus, c'est pas que notre produit est devenu meilleur, c'est qu'il est devenu moins cher. Donc ça, c'est pas durable comme avantage. Donc vraiment, c'est l'analyse minimale pour ne jamais se tromper et jamais diagnostiquer qu'on a une région où on peut investir massivement, alors qu'en fait, on a eu un épiphénomène météorologique autour de ça qui a fait du beau temps, mais on n'est quand même pas sur un climat favorable. Alors, vous parlez d'épiphénomènes météorologiques. Je vous propose peut-être chacun à la fois de nous délivrer peut-être votre message clé, s'il y a une seule chose à retenir en sortant de cette salle. Et puis, est-ce qu'il y a un signal plus ou moins faible que vous regardez en ce moment dans l'actualité? On en a évoqué beaucoup, mais voilà, s'il y en a d'autres qu'on n'a pas encore évoqués ou qui, pour vous, peuvent faire sens demain pour aller à l'international ou y rester, peut-être Ivo, et puis on continue. Oui, donc pour nous, le message clé, ça rejoint un peu de ce que Xavier vient de raconter, c'est toujours de dire, voilà, il y a certains risques, mais la plupart de tous ces risques sont évitables et sont gérables. Et donc, voilà, avec le bon partenaire, on arrive à contrôler ses cash flows et il y a peu de risques contre lesquels on ne peut pas se protéger. Et sur votre deuxième question, voilà les indicateurs qu'on regarde. Pour le moment, on voit pas mal d'indications qui sont plutôt pessimistes, géopolitiquement ou économiquement. Un indicateur qui donne de l'espoir pour le moment, c'est le fait qu'on va croître les exportations de la Chine. Parce que, on peut dire, oui, voilà, c'est plutôt une réaction de panique parce qu'ils essayent de vendre tout avant que potentiellement il y a des tarifs, surtout vers les États-Unis qui vont être imposés. Mais pour moi, l'aspect qui est positif de ça, c'est que le business va toujours trouver son chemin. Donc, si demain il y aura des tarifs vis-à-vis des États-Unis, ils vont trouver des autres clients. Et les bonnes marchandises et les flux de l'argent vont continuer à chercher leur chemin. Et donc, voilà. Maintenant, aujourd'hui, dans le contexte actuel, voir une croissance dans les exportations de la Chine, qui est quand même toujours le moteur de croissance mondiale, pour moi, c'est quand même un bon signe. Arnaud Codou. Sur les messages clés, écoutez, encore une fois, je pense qu'on dit tous un petit peu la même chose. Il faut absolument rester à l'affût des marchés, être sûr
être conscient de ses forces et de ses faiblesses et sûr de ses produits quand on décide d'aller quelque part et y aller sérieusement, avec les bonnes personnes, avec les bonnes couvertures. Il faut vraiment rester à l'affût. Beaucoup de gens exportent d'abord en Europe, ce qui me paraît une assez bonne démarche quand on n'est pas une très grande entreprise. Mais c'est pas une obligation non plus. Il y a des zones probablement plus attractives que d'autres en ce moment. L'Inde, c'est compliqué, mais c'est clairement un des endroits où il y a un potentiel de croissance colossal, avec des risques, avec des spécificités qui sont nombreuses. L'Asie hors Chine aussi, moi je crois pas mal en l'ASEAN. Je pense que c'est une région où on peut faire beaucoup de choses dans beaucoup de secteurs quand on est français, que ce soit en tech, que ce soit dans l'énergie, que ce soit globalement dans tout ce qui est environnement. Il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Les États-Unis, évidemment, restent plus que jamais attractifs aussi. Donc, il faut aller chercher la croissance. Voilà pour le message. Allez-y sérieusement, mais allez-y. Sur les signaux qu'on regarde, il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, ce qu'on regarde beaucoup, c'est justement ce risque de rebond des exports chinois vers les autres zones que les États-Unis. C'est quand même un très gros truc, ce qui se passe. C'est un très gros morceau des exportations chinoises, les États-Unis. Si les barrières douanières arrivent, tout ça va se reporter. Et ce qu'on voit aujourd'hui, qui est juste un peu d'anticipation, peut devenir une espèce de vague, un peu à prix cassé en plus s'il y a de la surproduction. Et donc, en termes d'import et en termes de risque, on regarde beaucoup la façon dont les exports chinois se déforment et la façon dont la Commission européenne réagit à ça. C'est très important de voir, surtout dans un monde où les pays, les nations européennes sont relativement affaiblies sur le plan politique, si la Commission européenne est capable de réagir et de s'adapter à une menace quand même pas de raz-de-marée, mais d'afflux massif d'exports chinois. Xavier Lazarus. On recommanderait de regarder tous les risques pour les dirigeants d'entreprise et leurs directeurs financiers, de les regarder tous et les classer en ceux sur lesquels ils peuvent agir et ceux sur lesquels ils ne peuvent pas agir. Et quand on peut agir, on se focalise là-dessus. Et quand on ne peut pas agir, on s'assure, on va chercher des professionnels qui savent faire et on leur confie le risque. On n'essaye pas d'agir sur quelque chose sur lequel on n'a pas de levier. Et comme ça, déjà, on gagne du temps et on réduit les incertitudes. Et pour l'environnement géopolitique, moi je pense que c'est les États-Unis qui vont donner quand même pas mal le là de ce qui va se passer dans les prochaines années. Quand même un changement de gouvernement et le retour de quelqu'un d'assez facétieux, pour rester poli. Et on l'a déjà eu une fois, ce monsieur, mais à ce moment-là, il y avait le Brexit qui nous était un peu favorable, et puis on avait l'air en France moderne, intelligent, raisonnable. C'est plus trop le cas aujourd'hui, je dirais. Et donc du coup, je sais pas trop si on arrivera à surfer, parce que dans cette première phase de grande incertitude avec Trump qui faisait un petit peu qui naviguait à vue et en fonction de ses insomnies, on avait vu quand même, par exemple, beaucoup de retours d'entrepreneurs au pays. On avait vu beaucoup d'investisseurs étrangers. On avait vu plein de choses qui se sont passées pour l'Europe en général, mais surtout pour la France. Et là, je vois pas ce qui donne envie à quelqu'un de se dire que l'incertitude française est bien meilleure et intéressante que celle des États-Unis. Donc, je suis un peu plus pessimiste actuellement. Bon, à surveiller. Donc, Marie Crevoisier, et puis ensuite, on aura le temps d'une ou deux questions. Oui, en ce qui concerne le message clé, en tant que direction financière d'une PME, on n'est clairement pas expert sur tous les sujets et on ne peut pas. Donc, il faut être un petit peu flexible, avoir les écoutilles bien ouvertes sur ce qui se passe et être bien entouré, que ce soit en termes de partenaires ou d'outils. Et ça nous permet de naviguer au quotidien. Sur ce qui concerne le contexte international, nous, c'est vrai que sans aucun cynisme, que ce soit le boost des exportations chinoises ou que ce soit peut-être l'augmentation des tarifs à l'entrée du marché américain, ça peut être des opportunités pour nous parce que on fait notre maison mère est chinoise, donc du coup on peut bénéficier justement de tout son catalogue de produits, mais aussi on a un gros site de production dans le sud de la France qui nous permet d'avoir un certificat d'origine Europe. Et donc je dirais que dans tout ça, en fonction de ce qui se passe, on est quand même en mode wait and see, mais dans tous les cas, on devrait retomber sur nos pattes et voir ça peut-être finalement comme une autre opportunité de croissance. Bon, on va rester sur cette question de l'opportunité de croissance. Et puis, en vous donnant la parole, n'hésitez pas à lever le doigt ou à vous lever
Oui, je rejoins un peu l'idée d'Ivo Martens, qui est très importante parce que je gère, moi, des transactions avant la signature ou après qui ont mal tourné. Et j'évite d'aller dans la justice. Donc, c'est à l'amiable. Et à chaque fois, je me suis rendu compte que la première erreur que font les gens, c'est qu'ils n'évaluent pas à l'international les équipes qui sont sur place. Il y a un défaut de compétences. Ils sont incapables de gérer leur entreprise au niveau des people. Donc, il y a une rotation, d'ailleurs, qui s'amplifie. Risque sanitaire, vous en avez en Afrique. Il y a des pays, ils ont 10 tempêtes tropicales par an. Hein. Donc, le bidonville, il est vite inondé. Donc, ils ont une incapacité à gérer leurs effectifs. Et je pense que le premier défaut quand on va à l'international, c'est qu'on n'évalue pas assez la qualité des prestataires. Et deuxième chose, moi, qui m'a marqué, hein, c'est une question, une réflexion, c'est que on est en train de passer d'un système de vente classique à un système d'abonnement. Parce que l'abonnement, il vous permet, les entreprises les plus riches de travers le monde, elles procèdent par abonnement. Vous ne payez pas votre Microsoft 365, on vous coupe le robinet, quoi. Et de plus en plus, on encourage pour les gestions de cash flow, parce qu'on en a parlé aujourd'hui, c'est l'intérêt de peut-être Ivan Farce, on doit gérer le cash flow en permanence, pas attendre la fin de l'année pour facturer, et peut-être demander des acomptes. Et là, effectivement, on s'aperçoit qu'on est obligé d'aider nos clients à passer une logique industrielle de vente classique à une vente par abonnement. Et on s'est aperçu que très souvent, lorsqu'on aide nos clients à résoudre ces problématiques, on solutionne beaucoup de choses parce qu'on a de meilleures équipes locales au niveau en profondeur hein, d'une entreprise qui peut faire 500 à 1000 personnes, où les gens sont stables dans leurs emplois. Et qu'est-ce qu'ils font pour ça? Et deuxième chose, on doit les encourager aussi à changer de business model en termes de comment je facture. Je ne sais pas si vous voulez réagir l'un ou l'autre, ou il y avait une remarque plutôt, et puis la question de l'abonnement. Juste sur la question de l'abonnement, c'est devenu un modèle effectivement dominant qui maintenant s'applique à pratiquement tous les secteurs. Les gens réfléchissent à ça. Évidemment, on peut se dire que ça ne marche pas pour tout, mais finalement, quand on achète en crédit bail une machine, etc., c'est une forme d'abonnement. On s'abonne à une banque, hein, finalement. Donc, c'est un modèle un peu vieux comme le monde de financement. Il faut savoir qui finance. Là, c'est plutôt les entreprises qui financent leurs clients avec l'abonnement, puisqu'elles supportent les coûts. Mais derrière, ça donne une capacité à prévoir bien meilleure. La seule chose, c'est que il y a des douzaines de pièges dans ce business model, dans la lecture. Et notamment, il ne faut plus lire les PNL et les comptes de résultats et les bilans. Il faut absolument plus les lire comme on les lisait les autres. Et donc, il y a tout un vocabulaire nouveau, une façon de faire. Et là-dessus, je pense que c'est une vraie question de s'équiper au niveau d'investisseurs, de gouvernance, de directeurs financiers, de gens qui sont capables de faire cette transition de modèle. Parce que si on garde les vieux indicateurs, on n'y arrivera pas. On peut même se tromper. Et les nouveaux sont pas simples là, quand on les découvre, et surtout sont pas simples quand ils sont appliqués à autre chose. Donc, il y a un vrai travail quand même de formation ici nécessaire, mais c'est un modèle beaucoup plus inerte et donc beaucoup plus favorable à la durabilité des opérations. Merci. Arnaud Codou. Ouais, effectivement, l'abonnement stricto sensu s'applique pas à tout le monde quand même, malheureusement, pour ceux à qui ça s'applique pas. En revanche, ce qui s'applique à tout le monde, c'est qu'il faut toujours réfléchir, entre guillemets, packagé. C'est on vend toujours un produit avec un financement, avec des modalités. Et ces modalités, elles peuvent être à la fois bénéfiques pour vous en termes de récurrence ou d'étalement des revenus et bénéfiques pour le client en termes d'accès aux produits et de financement de ses achats. Donc, c'est vraiment un truc qui est important. Si vous pouvez pas stricto sensu vendre de l'abonnement, réfléchissez toujours quand même à comment je peux aider mon client, comment je peux financer mon produit et ma vente. C'est vraiment un truc qu'on voit encore pas assez, je trouve, à l'export, et ça fait partie des bonnes pratiques. Merci pour ces ultimes conseils pour aller à l'international, et la suite du programme continue.